Poursuivons ici avec les notions de taux marginal de substitution et d'élasticité. Lorsqu'on parle du taux marginal de substitution entre deux biens 1 et 2, il s'agit ici tout simplement de la quantité de bien 2 que le consommateur est prêt à sacrifier pour accroître sa consommation d'une unité supplémentaire en bien 1 tout en maintenant le même niveau de satisfaction. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du taux marginal de substitution. Ça veut dire on s'intéresse à connaître quelle est la quantité de bien 2 que le consommateur est prêt à sacrifier, que le consommateur est prêt à renoncer pour accroître sa consommation d'une unité supplémentaire en bien 1 et de manière à pouvoir maintenir son niveau de satisfaction. Alors, d'une manière schématique, le taux marginal de substitution serait tout simplement égal au rapport de l'utilité marginale. Le taux marginal de substitution du bien 2 par rapport au bien 1 sera simplement égal à l'utilité marginale de 1 sur l'utilité marginale de 2. Ou encore, le taux marginal de substitution sera tout simplement égal à moins la dérivée de x2 par rapport à x1. Voilà ce que représente le taux marginal de substitution d'une manière algébrique. Donc, il s'agit simplement de la quantité de bien 2 que le consommateur est prêt à renoncer ou à sacrifier pour accroître sa consommation en bien 1 d'une seule unité supplémentaire de manière à maintenir constant le niveau de satisfaction. À côté de la notion de taux marginal de substitution, il y a celle des courbes d'indifférence qu'il faut aborder. Il faut savoir que la courbe d'indifférence qui schématiquement est représentée comme ceci, représente ou alors signifie tout simplement le lieu géométrique. Lorsque vous avez une courbe d'indifférence dont la lieu a toujours été décroissante, cette courbe d'indifférence représente simplement le lieu géométrique ou encore l'ensemble des combinaisons des biens 1 et 2 qui permettent de garantir au consommateur le même niveau de satisfaction. Lorsqu'on a une courbe d'indifférence, on sait directement qu'il s'agit ici en fait de l'ensemble des combinaisons des biens 1 et 2 qui permettent de garantir au consommateur le même niveau de satisfaction. Maintenant, il est important de se demander comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation de la courbe d'indifférence. Comment déterminer l'équation de la courbe d'indifférence? Alors, pour déterminer l'équation de la courbe d'indifférence, il suffira tout simplement de connaître a priori un niveau d'utilité donné que le consommateur souhaite atteindre. Donc, un niveau d'utilité donné, par exemple U0. On sait que le consommateur souhaite atteindre un niveau d'utilité U0. Pour ce faire donc, il suffira tout simplement de poser notre fonction d'utilité qui sera fonction de x1, x2 égale à U0 et de pouvoir donc tirer simplement x2 en fonction de x1 et de ce U0 là. Et c'est ça qui nous donnera donc l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, pour obtenir l'équation de la courbe d'indifférence, il suffira simplement de connaître un niveau d'utilité donné U0 que le consommateur souhaite atteindre et de poser la fonction d'utilité égale à ce U0 là dans l'optique de pouvoir tirer la quantité de bien X2 en fonction de X1 et de U0. Voilà comment on fait pour déterminer la courbe ou alors l'équation de la courbe d'indifférence. En parlant de courbe d'indifférence, il faut savoir qu'il y a des propriétés que notre courbe d'indifférence est censée vérifier. Première propriété à la vue de la courbe sera tout simplement que les courbes d'indifférence sont toujours décroissantes. La première propriété, les courbes d'indifférence sont toujours décroissantes. Deuxième propriété, les courbes d'indifférence sont convexes par rapport à l'origine. Les courbes d'indifférence sont convexes par rapport à l'origine. Dans la convexité, c'est tout simplement le sens ci-là que vous voyez, ce sens-là. Ça, c'est les courbes d'indifférence et elles sont toutes convexes par rapport à l'origine.
Troisième propriété, c'est tout simplement que le long d'une courbe d'indifférence, le niveau d'utilité est le même. C'est-à-dire que lorsque nous nous situons ici, là, là ou là, notre niveau d'utilité sera toujours de U0. Donc, tout le long d'une courbe d'indifférence, le niveau d'utilité est le même. C'est-à-dire simplement que chaque courbe d'indifférence représente un niveau d'utilité donné. Et la troisième propriété nous renseigne simplement que deux courbes d'indifférence ne peuvent jamais se toucher. Deux courbes d'indifférence ne peuvent jamais se toucher. Quatrième propriété sera simplement que plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau d'utilité est élevé. Donc, on a l'origine ici. Voici première courbe U0. Deuxième courbe que voici, peut-être U1. Et troisième courbe que voici, peut-être U2. Donc, plus on va s'éloigner de l'origine, plus le niveau d'utilité sera élevé. Avec le niveau d'utilité 2 sera supérieur à 1, sera supérieur à 0. C'est-à-dire que si on est ici, le niveau d'utilité qui est ici dépasse forcément celui qui est ici. Et qui à son tour dépasse forcément celui qui est là. Donc, plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau d'utilité est donné. Et le long d'une courbe d'indifférence, le niveau d'utilité est le même. Et deux courbes indifférentes ne peuvent jamais se toucher. Donc voilà, en fait, les quatre propriétés fondamentales d'une courbe d'indifférence. Maintenant, nous pouvons prendre un petit exemple pour voir comment déterminer la courbe d'indifférence et éventuellement la représenter. Nous vous proposons ici de faire un exemple d'application afin de savoir comment déterminer la courbe d'indifférence dans un exercice. Exemple, soit la fonction d'utilité suivante, U, fonction de x1, x2 égale x1 puissance 1 quart, x2 puissance 1 demi. Première question, on vous demande de déterminer la contrainte budgétaire pour un niveau d'utilité donné U0 égale à 4. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la contrainte budgétaire s'obtient la courbe d'indifférence s'obtient tout simplement à travers l'égalisation de la fonction d'utilité et le niveau d'utilité U0 donné. Donc, pour obtenir la courbe d'indifférence, il suffit d'égaliser notre fonction d'utilité que nous avons avec un niveau d'utilité U0 donné. C'est pour ça que nous avons simplement, on a la contrainte, la courbe d'indifférence, autant pour nous, la courbe d'indifférence sera obtenue en faisant l'égalisation entre la fonction d'utilité et notre U0 qu'on souhaite atteindre. À partir de là, on remplace la fonction d'utilité x1, x2 par x1 puissance 1 quart, x2 puissance 1 demi égale à U0 qui sera égal à 4. Le principe est simplement de pouvoir exprimer x2 en fonction de x1 et de U0. Là donc, on aura x2 sera égal à 4 puisqu'on a remplacé U0 par 4 sera égal à 4 divisé par x1 puissance 1 quart parce que le x1 puissance 1 quart est multiplié par x2 ici. Donc ça va venir diviser là. Donc x2 puissance 1 demi égale à 4 sur x1 puissance 1 quart égale à 4 multiplié par x1 puissance moins 1 quart. Là maintenant, x2 puissance 1 demi au carré sera égal à 4 x1 moins 1 quart. Tout simplement parce que la réalité c'est que on cherche à retrouver x2. Or ici on a x de la puissance 1 demi. Le moyen de chasser le 1 demi qui est là, c'est de pouvoir élever membre à membre au carré. Donc on élève le côté ci au carré, on élève aussi le côté là au carré. Donc on aura simplement x2 1 demi au carré, parce qu'on a x2 puissance 1 demi au carré, égale donc à 4x1 puissance moins 1 quart au carré. Donc nous aurons 4x1 puissance moins 1 quart au carré également. Donc pour chasser le 1 demi, là on va élever au carré et au carré de part et d'autre. x2 puissance 1 demi au carré va simplement donner x2 parce que 1 demi fois 2 va se simplifier. On aura simplement x2 et 4 au carré, ça sera 16 et x1 puissance moins quart au carré va nous donner x1 puissance moins 1 demi parce que le moins 1 quart va se multiplier par 2, ce qui restera simplement moins 1 demi. Et c'est donc cette relation x2 qui est fonction de x1 qui est donc appelée courbe d'indifférence. Donc, x2 fonction de x1 que voici, c'est ça l'équation de la courbe d'indifférence. À la deuxième question maintenant, on nous demande de montrer que la courbe d'indifférence est convexe.
Alors, pour montrer que la courbe d'indifférence est convexe, il suffira simplement de démontrer que la dérivée seconde de x2 par rapport à x1 est positive. Donc, montrons que la courbe d'indifférence est convexe. Il suffit de chercher la dérivée seconde de x2 par rapport à x1 et montrer qu'elle est positive. Donc, pour la dérivée seconde, on calcule d'abord la dérivée première. La dérivée de x2 par rapport à x1, ça veut dire qu'on vient ici, on dérive x2 par rapport à x1 que voilà. C'est ça qui va nous donner moins 1,5 fois 16 fois x1 puissance moins 3,5. Pourquoi? Parce qu'en réalité, x1 puissance moins 1,5 se comporte un peu comme si c'était f à la puissance n qu'il fallait dériver. La dérivée sera simplement n fois f' fois f puissance n moins 1. Donc, 16 fois x1 puissance moins 1,5. Le 16 ici va d'abord rester parce que c'est une constante, ça ne pose pas de problème. Maintenant, le n va descendre, c'est-à-dire le moins 1,5 va descendre, ça va faire donc moins 1,5 fois 16. C'est ça qu'on a là, moins 1,5 fois 16 fois f'. Donc, on dérive x1 par rapport à x1, ça reste toujours, ça va rester 1. C'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Maintenant, fois f puissance n moins 1, ça veut dire fois x1 puissance moins 1,5 moins 1. Et c'est donc ce moins 1,5 moins 1 qui nous conduit à avoir le moins 3,5 qui est là. Et là, maintenant, on fait 7 divisé par 2. On obtient moins 8 fois x1 puissance moins 3,5. Et là, cette dérivée première permet juste de conclure, bien évidemment, que la courbe d'indifférence est décroissante. Maintenant, il faut donc passer à la dérivée seconde pour montrer la convexité. La dérivée seconde de x2 par rapport à x1 sera en fait la dérivée de la dérivée première que voici. Si on a donné moins 8 fois moins 3,5 fois x1 puissance moins 5,5. Parce qu'on aura moins 3,5 moins 1, c'est qui va donner moins 5,5. Et les moins vont se simplifier. On aura donc 12 fois x1 puissance moins 5,5, qui est une quantité qui est bel et bien positive. Donc, étant donné que la dérivée seconde est positive, on peut donc conclure, sans risque de se tromper, que la courbe d'indifférence est bel et bien convexe. Et il faut maintenant aborder la notion des élasticités. Abordons ici la notion des élasticités. D'entrée de jeu, il est convenable de savoir que on peut distinguer 3 types d'élasticité. L'élasticité prix de la demande, l'élasticité revenu de la demande et l'élasticité croisée ou encore l'élasticité prix croisée. Premier type d'élasticité, l'élasticité prix de la demande. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsqu'on parle de l'élasticité prix de la demande, il s'agit ici de pouvoir mesurer la sensibilité de la demande suite aux variations du prix d'un bien. Ça veut dire, lorsque le prix d'un bien varie, que ce soit à la hausse ou à la baisse, comment se comporte la quantité demandée de ce bien? C'est ça le rôle de l'élasticité, de pouvoir évaluer ou de mesurer la sensibilité ou encore la réaction de la demande d'un bien suite aux modifications observées dans le prix de ce bien-là. Alors, pour le cas de l'élasticité prix de la demande, cela sera généralement noté EP. Pour dire grand E comme élasticité, P comme prix de la demande. Et son expression sera simplement donnée par la dérivée de XI sur XI pour la dérivée de PI sur PI. Voilà comment est-ce que on va généralement écrire la formule de l'élasticité prix de la demande. Donc, l'élasticité prix de la demande sera noté EP ou encore, on pourrait aussi noter ça E XI sur P. Donc, l'élasticité prix de la demande. Et on a une fraction divisée par une deuxième, à savoir en fait le rapport de la première fraction multiplié par l'inverse de la seconde. Donc, en d'autres termes, l'élasticité prix de la demande sera simplement la dérivée de XI par rapport à PI fois PI sur XI. Ça, c'est l'élasticité prix de la demande de manière formulaire. Donc, voilà la formule pour calculer l'élasticité prix de la demande qui a pour but de mesurer la sensibilité de la demande suite aux variations du prix d'un bien. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on calcule l'élasticité prix de la demande, on doit être en mesure d'interpréter le résultat.
Pour ce qui est de l'élasticité prix de la demande particulièrement, il faut vous rendre à l'évidence que sa valeur doit toujours être négative. Ou à défaut, si on a précisé qu'elle est prise en valeur absolue, c'est dans ce contexte qu'on pourra avoir une valeur positive. Ou encore, si nous sommes dans une configuration des biens particuliers, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas normaux. Donc, de prime abord, l'élasticité prix de la demande est supposée être toujours négative. Maintenant, si vous trouvez une élasticité prix de la demande qui est compris entre moins 1 et 0. Donc, si vous calculez l'élasticité prix de la demande, à supposer qu'on calcule l'élasticité prix de la demande et qu'on trouverait par exemple une valeur comme moins 0,5. C'est-à-dire une valeur qui est négative mais comprise entre moins 1 et 0. Comme par exemple une valeur comme moins 0,5. Alors, il faut savoir que dans ce cas, on dira simplement que la demande est dite inélastique. C'est-à-dire en fait que la réaction de la demande est très faible par rapport à la variation du prix. Donc, lorsque vous calculez l'élasticité prix de la demande et que vous vous rendez compte que la valeur que vous obtenez est comprise entre moins 1 et 0, comme par exemple moins 0,5 ou moins 0,2 ou moins 0,8, alors on va simplement donner la conclusion que la demande est inélastique. La demande du bien en question est inélastique parce que cela voudrait dire que les variations du prix entraînent une réaction très faible de la demande de ce bien-là. C'est ça qu'on appelle donc inélastique, demande inélastique. À l'inverse, si vous parvenez à trouver l'élasticité prix égale à moins 1, si vous trouvez plutôt l'élasticité prix égale à moins 1, cela voudrait simplement dire que là, ici, vous serez en présence de l'élasticité unitaire. Si vous trouvez l'élasticité prix égale à moins 1, on dira simplement que vous êtes en présence de l'élasticité unitaire, tout simplement parce que l'information qui en ressort serait que le prix et la demande évoluent dans la même quantité ou alors évoluent de manière proportionnelle, bien que en sens inverse. Ça veut dire simplement que si l'élasticité prix est égal à moins 1, ça voudrait dire que le coefficient de réaction de la demande est totalement proportionnel aux variations du prix. Ça veut dire que si le prix augmente de 2 unités, alors la quantité demandée de ce bien va diminuer de 2 unités. Parce que le signe moins traduit simplement la relation inverse qui existe entre le prix et la demande. Maintenant, si vous trouvez l'élasticité prix qui est inférieure à moins 1, si vous trouvez une valeur d'élasticité prix qui est inférieure à moins 1, alors là, il suffira de constater que vous êtes en présence d'une demande qui est parfaitement élastique. Ça signifie que la demande est élastique. Et très fortement. Parce que lorsque l'élasticité prix est inférieure à moins 1, c'est du genre où on pourrait par exemple avoir une élasticité prix égale à moins 4. Voilà, on peut avoir l'élasticité prix qu'on a trouvé égale à moins 4. Si nous avons une valeur comme moins 4 est bel et bien plus petit que moins 1. Alors là, on va dire que la demande est fortement élastique pour simplement expliquer le fait que si la demande bouge, ne serait-ce qu'un, si le prix autant pour moi bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on va se rendre compte que la demande de ce bien-là va énormément être impactée. Donc, pour un cas particulier d'élasticité prix égale à moins 4, cela voudrait simplement dire que si le prix de ce bien-là augmente ne serait-ce que d'une seule unité, on va observer une dégringolade de la quantité demandée de 4 unités. Ce qui est assez élevé, c'est pour ça qu'on dira que ici, là, la demande est fortement élastique. Donc, pour ce qui est de l'élasticité prix de la demande, il faut savoir qu'il y a 3 conclusions qui peuvent être faites compte tenu du résultat obtenu. Si l'élasticité prix est compris entre moins 1 et 0, on dira que la demande du bien est inélastique. Une façon de dire que la demande du bien réagit très peu ou alors très faiblement suite aux modifications du prix. Par contre, si vous trouvez l'élasticité prix égale à moins 1, on sera en présence de l'élasticité unitaire. Pour simplifier simplement ou alors pour signifier que le prix et la demande évoluent proportionnellement, mais en sens inverse. Et si l'élasticité prix est plus petit que moins 1, alors là, on serait dans une situation de demande fortement élastique car une légère modification du prix entraînera une forte variation de la quantité demandée. Deuxième type d'élasticité que nous abordons ici, c'est l'élasticité revenue qui sera notée simplement ER. Et
la formule est assez simple et tout à fait similaire à celle de l'élasticité prix. Il suffira simplement de dire qu'on cherche la dérivée de la quantité I sur la dérivée du revenu par rapport au revenu. Donc, on aura simplement dxi sur xi multiplié par R sur la dérivée par rapport à R. Et donc, l'élasticité revenu sera simplement la dérivée de la quantité d'un bien par rapport au revenu multiplié par le revenu sur la quantité de ce bien-là. Voilà l'expression de l'élasticité revenu qui est tout à fait similaire à celle de l'élasticité prix, à la seule différence que le prix ici est remplacé par le revenu. Tout comme dans l'élasticité prix, dans ce cas, l'élasticité revenu permet tout simplement de mesurer la réaction et la demande d'un bien suite aux variations du revenu de l'agent économique. Donc, si le revenu de l'agent économique évolue à la hausse ou à la baisse, comment va se comporter la quantité demandée de ce bien-là? Et les résultats qu'on pourrait trouver à ce niveau ont aussi des conclusions auxquelles il faudrait reconnaître les commentaires. Alors, si nous sommes dans une configuration où nous trouvons l'élasticité revenu qui est compris entre 0 et 1. Donc, si nous avons l'élasticité revenu qui est compris entre 0 et 1, alors il faut simplement savoir que nous sommes en présence d'un bien normal. Nous sommes en présence d'un bien normal. Donc, si l'élasticité revenu est compris entre 0 et 1, alors on dira que le bien auquel nous avons affaire est un bien normal. À l'inverse, si l'élasticité revenu est négative, c'est-à-dire plus petit que 0, alors nous serons simplement en présence d'un bien inférieur. Si l'élasticité revenu est inférieur à 0, nous sommes en présence d'un bien inférieur. Si l'élasticité revenu est plutôt égale à 1, alors on dira que nous sommes en présence d'un bien neutre. Et finalement, si nous avons l'élasticité revenu qui est supérieure à 1, alors on dira que nous sommes en présence d'un bien supérieur. Nous sommes en présence d'un bien supérieur. Donc, ce qu'il faudrait simplement comprendre, c'est que lorsqu'on parle des types d'élasticité, nous avons l'élasticité prix de la demande d'abord. Les résultats là-bas nous permettent de conclure de la nature de la demande. Est-ce une demande inélastique? Est-ce une demande élastique? Ou alors est-ce une demande unitaire? Donc, l'élasticité prix nous permet simplement de donner la nature de la demande. Tandis que l'élasticité revenu nous permet de donner les conclusions sur la nature du bien que nous avons en présence. Donc, voici les différentes conclusions qui permettront de savoir de quel type de bien il s'agit. Et il faut savoir qu'à partir de là, il faut calculer l'élasticité revenu. Donc, dans un exercice, si on vous demande de quel type de bien s'agit-il, il faut savoir simplement qu'on vous a en fait demandé de calculer l'élasticité revenu et en fonction du résultat, vous pouvez conclure si c'est un bien supérieur, inférieur, neutre ou alors un bien de Giffen ou normal. Maintenant, on passe au troisième type d'élasticité. Le troisième type d'élasticité ici fait simplement allusion à l'élasticité croisée ou encore l'élasticité prix croisée. Donc, lorsqu'on parle d'élasticité croisée, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'élasticité croisée veut simplement dire que nous sommes ici en relation, nous mettons ici en relation deux biens. L'élasticité croisée entre le bien I et le bien J par exemple, mesure en fait la réaction du bien J, ou bien de la quantité demandée du bien J, suite aux modifications du prix du bien I. Donc, lorsqu'on parle d'élasticité croisée entre deux biens, ça veut dire qu'on veut voir quelle est la sensibilité de la demande d'un bien suite aux modifications du prix de l'autre bien. C'est ça l'élasticité croisée. Par exemple, supposons que nous voulons étudier l'effet de la variation ou alors l'effet de l'augmentation du prix du carburant sur la demande des voitures. Là, il s'agit de l'élasticité croisée parce qu'en fait, on a pris deux biens, on a pris le carburant et on a pris la voiture. Maintenant, si le prix du carburant augmente, est-ce que les gens vont encore beaucoup demander la voiture? Ou alors, si le prix du carburant diminue, est-ce que les gens vont encore beaucoup demander la voiture? Là, il s'agit de l'élasticité prix croisée entre deux biens. On veut voir l'effet du prix d'un bien sur la quantité demandée de l'autre bien. Et l'élasticité prix croisée sera simplement noté EIJ. Donc, on a deux biens, le bien I et le bien J.
Et la formule sera tout simplement la dérivée donc de XI sur XI sur la dérivée de PJ sur PJ. Donc on aura la dérivée de XI sur XI multiplié par PJ sur la dérivée de PJ. Ce qui veut dire que l'élasticité croisée entre I et J sera la dérivée de XI par rapport à PJ multiplié par PJ sur XI. Voilà l'élasticité prix croisée entre deux biens I et J. Maintenant, il faut savoir que l'élasticité prix croisée EIJ peut être supérieur à 0 et aussi EJI supérieur à 0. Ou alors, on peut avoir EIJ inférieur à 0 et EJI également inférieur à 0. Maintenant, dans le cas où nous avons par exemple EIJ qui est supérieur à 0, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait simplement dire que le prix du bien J entraîne, en fait, une augmentation du prix du bien J entraînera une augmentation de la quantité demandée du bien I. C'est ce que cela signifie. Si vous avez EIJ inférieur à 0, cela signifie simplement que une augmentation du prix du bien J se matérialisera par une diminution du prix du bien I. Maintenant, dans le cas où vous avez EIJ positif et EJI positif, alors c'est dans ce cas qu'on dira que les biens I et J sont des biens substituables. Donc, deux biens sont dits substituables si l'élasticité pris entre ces deux biens-là est positif. C'est substituable. Donc, deux biens sont substituables. En fait, si on peut remplacer totalement un bien par l'autre bien. Et là, il suffira simplement de dire que l'élasticité pris entre les deux biens est positive. Un peu comme la tomate en fruit et la tomate en sachet. Ah, c'est les biens qui sont substituables parce qu'en lieu et place de la tomate en fruit, on peut tout simplement remplacer, mettre la tomate en sachet. Donc, si la tomate en fruit, son prix est assez élevé, on peut directement laisser et on prend totalement la tomate en sachet. Donc, voilà deux biens qui sont substituables parce qu'on peut complètement remplacer l'un par l'autre. Mais maintenant, si vous avez plutôt EIJ négatif et EJI négatif, alors dans ce contexte, on dira que les deux biens sont complémentaires. Donc ici, on dira que les biens I et J sont complémentaires. Les biens I et J sont complémentaires, alors qu'ici, les biens I et J sont substituables. Donc, si l'élasticité croisée entre I et J est négative et l'élasticité croisée entre J et I est également négative, on dira simplement que les biens I et J ici là sont complémentaires. Alors, les biens seront dits complémentaires tout simplement si en fait l'un ne peut pas facilement fonctionner sans l'autre. Comme l'exemple que nous avons pris tout à l'heure, le carburant et la voiture. Le carburant, ou du moins la voiture, ne peut pas fonctionner sans carburant. C'est-à-dire que les deux biens sont complémentaires. C'est pour ça que si on s'intéresse donc à l'élasticité croisée entre le prix du carburant et la voiture, on pourrait savoir si par exemple les agents économiques vont demander davantage la voiture, par exemple si le prix du carburant diminue, ou encore le sucre et le café sont également deux biens complémentaires. On ne peut pas avoir de café sans de sucre. Donc ce sont des biens où l'un est nécessaire pour avoir l'autre. Et c'est sur cette notion d'élasticité que nous allons mettre fin à notre premier chapitre du cours de microéconomie 2 et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour aborder le chapitre 2 qui sera totalement consacré aux extensions de la théorie du consommateur.